Dans cet épisode, les clapeurs et moi-même vous dévoilons le flop 5 des pires films de 2020. Préparez-vous car ça risque de chauffer, les débats s'annoncent enflammés. Surtout suspense, nous vous dirons en fin d'épisode quel est le pire film de 2020. Sunderlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des critiques, des débats, des interviews et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. Notre première clapeuse est productrice et autant vous dire qu'avec elle, il n'y aura pas de langue de bois pour parler des pires films, elle va les déglinguer, c'est Elsa Morel. Bonjour, j'ai hâte. Voilà. Nous retrouvons un clapeur responsable marketing qui est prêt à relever le défi et trouver une façon de vendre l'un des pires films que l'on évoquera, c'est Michael Godefroy. Yes, je vais tout faire. Et finalement, voici un clapeur journaliste qui ne fera aucune concession, il sera sans pitié, il pourrait même démolir le film de la fête de l'école qu'avaient tourné ses parents quand il était petit, c'est Gabriel Thibault. Ah, clairement, je suis venu avec tout mon stock de sel. Allez, c'est Oh. parti. Tout le monde va bien, on va donc aujourd'hui s'intéresser aux pires films de cette année 2020, car oui, il y en a. On va faire un top 5 en passant de la 5ème place pour terminer avec la première et on tentera de voir si un film parmi tous ceux démarre comme étant le pire film de cette année. On commence avec la 5ème place, sans attendre. Elsa, quel est le 5ème pire film de 2020 selon toi? Alors, je l'ai mis parce qu'il fallait un cinquième, mais c'est Une sirène à Paris. De Mathias Malzieu. Oh. Comme je te comprends. Non, mais c'était pas non plus à une catastrophe, mais ce film m'a pas laissé une grande impression, quoi. Je souligne que je vois ton classement, Gabriel. Tu ne l'as pas mis dans ton classement, Une sirène à Paris, alors qu'effectivement, dans la critique, tu l'avais déglingué. Non, et effectivement, son esthétique gluante à souhait ne suffit pas à ce Oh que là je la là. mette Gluant. Ça va bien avec la dans sirène. mon flop, mais il a bien taquiné la porte d'entrée avec Jojo Rabbit. Franchement, il gratte à la porte pour rentrer. Non, mais quand même, là, je suis... J'adore. Rappelons que, regardez l'épisode de la semaine dernière, mais Elsa avait mis dans son top des meilleurs films, cette fois-ci Jojo Rabbit, qui frôle la porte des pires films pour Moi, Gabriel. je quitte cette émission, ça ne va plus. Mais Une sirène à Paris, donc la critique est disponible, vous pouvez écouter nos avis. Et moi, je tente de défendre ce film quand même, que je trouvais un peu attaqué malgré lui quand même. Il mérite pas tant de haine. Gabriel, pour toi, quel est le 5ème pire film de Alors, 2020? en 5ème place, j'ai décidé de mettre Nightmare Island. Alors, je sais que pour les gens qui pourraient avoir vu ce film, ils pourraient se dire qu'effectivement, c'est pas un film sans grand intérêt. On s'attendait à ce que ce soit naze, et effectivement, c'est naze. Mais c'est naze avec un tel brio, un tel génie, Mais je suis... que finalement, je lui laisse quand même une belle 5ème place parce que c'est quand même quelque chose qui fait jamais peur et qui est globalement très très bête qu'on essaie de nous raconter. Moi, Donc, j'ai vu ce film, et effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu un nanar qui s'assume comme étant un nanar. Ça va pas très loin, et c'est un film qui, quand même, n'a pas grande prétention. C'est pour ça que je l'aurais pas mis dans ce classement-là, parce que je trouve qu'il est... il sait que c'est pas un bon film. Oui, je comprends, mais en fait, je trouve que si je l'ai mis là, c'est parce que c'est un peu l'archétype du mauvais film d'horreur Blumhouse, je trouve. Oui, C'est-à-dire que c'est Blumhouse qui produit. Blumhouse, ouais, c'est les c'est-à-dire producteurs, que précisons, de Paranormal Activity, d'Insidious. Insidious, j'ai un doute. Non, mais mais surtout non, pas Conjuring, Insidious. je pense que c'est aussi de... Non, Conjuring, Ah c'est non Warner. Ah. Non, mais des films de... Oui, Insidious, films de d'horreur, American Nightmare. Bon, voilà, tous ces à films. la chaîne, et en fait, quelque part, les règles changent tout le temps, les personnages sont très inconséquents, les développements sont pas aboutis, donc c'est pas un film avec beaucoup d'importance, mais comme il rate très bien ce qu'il veut rater, je lui laisse quand même la 5ème place. La 5ème place. Michael. Alors moi, la 5ème place, c'est Peninsula, réalisé par Sang Ho-yeon. Alors ce film a fait C'est la suite du Dernier Train pour Busan. Exactement, c'est la film de ce quand même très bon film qui a eu un vrai bouche à oreille après sa sortie, et donc il y avait une énorme attente. Il a fait un bad buzz de ouf à sa sortie parce que c'est un blockbuster, on va dire, film de zombies style World War Z, mais super moins bien que World War Z. Super moins bien. Un peu cheapos, des personnages mal écrits, enfin bref, la totale.
Il était sorti au cinéma juste avant le reconfinement, donc quand il ressortira en salle. Peut-être que l'un n'est pas étranger à l'autre. Voilà. Moi j'ai mis en 5e pire film. Alors je vais l'expliquer parce que je vais choquer des gens, je pense. Mais j'ai mis Manque de David Fincher et c'est très étonnant de voir David Fincher dans un classement des pires films. Mais il faut que j'explique que en soi il mérite pas forcément. Je l'ai mis à cette place-là parce que je trouve que ce film est un paradoxe puisque c'est un film qui parle de la genèse en fait de Citizen Kane, un classique de l'histoire du cinéma sur une plateforme de SVOD, donc Netflix. Je trouve ça assez marrant ce paradoxe entre la façon de rendre hommage au cinéma dans une plateforme qui n'est pas une salle de cinéma, même s'ils peuvent faire des films qui sont de l'art. Mais donc voilà, il y a ça, et au-delà de ça, je trouve le film pas réussi. En tout cas, moi, il m'a pas plu parce que c'est bavard, mais comme jamais. Je sais pas s'il y a un film plus bavard que Manque, quasiment. Il y a quasiment aucune séquence sans son, sans dialogue, et ça, ils passent leur temps à parler pendant 2h16, et on est noyé dans un flot de paroles de bons mots, parce que ça parle de Mankiewicz, qui est un scénariste, donc évidemment qui est très bon en dialogue, et qui sait répondre, et qui a une répartie intéressante, mais je me suis profondément ennuyé, et évidemment la mise en scène de David Fincher est super, le jeu d'acteur de Gary Oldman est super, mais ça suffit pas à faire un bon film, et c'est plus pour le paradoxe qu'il est à cette place-là, mais bon, il mérite peut-être pas tout à fait Gabriel. Oui, pour rebondir, c'est quand même assez fascinant de penser que même David Fincher et Gary Oldman peuvent arriver dans un flop. Ouais, non, mais je pense que les gens vont m'en vouloir, mais c'est pas fondamentalement contre eux, c'est plutôt contre la forme qu'a pris le film, autant dans ses dialogues que le fait qu'il rende hommage au cinéma sur Netflix. Passons à la 4e place, Elsa. Alors moi j'ai mis Mon cousin de Yann Kounen, tout simplement parce que je trouve que le scénario est désastreux. Oh là, il y a Gabriel qui est pas d'accord du tout. Écoute, t'as mis Jojo Rabbit, moi je contre-attaque. Il l'a pas mis dans les pires. Il dit que ça toquait à la porte des pires. Maintenant je pense qu'il aurait dû. Il l'a mis sur le paillasson. Donc Mon cousin, tu veux le défendre, Gabriel? Pour défendre rapidement Mon cousin, je comprends qu'on puisse avoir du mal à rentrer un peu dans ce qui nous est montré et qu'on puisse considérer que l'histoire de réconciliation est un peu naïve. Moi je note quand même une immersion de la volonté de Yann Kounen de nous montrer des séquences de rêve et des séquences d'hallucination extrêmement stylisées dans une structure de film classique qui lui donne une saveur toute particulière, et donc du coup je l'aurais pas pu le mettre dans les pires films, même si il n'attendait pas non plus pour rentrer dans les meilleurs. D'accord, bon bah Mon cousin, c'est vrai que moi je l'aurais il est peut-être pas loin dans les pires, mais je l'aurais peut-être pas mis dans ce top 5. Elsa, sans concession, c'est le 4e pire film de 2020. Allons-y, on continue avec toi, Michael. Quel est le 4e pire film de 2020? Alors ce film va faire débat comme le Manque d'Aurélien. C'est Été 85 de François Ozon. Ça fait mal aussi de voir François Ozon dans les pires. Non, je peux m'expliquer comme toi avec Manque. J'avais quand même une grosse attente parce que c'était un feel-good movie au départ. Je dis bien au départ, qui devait un petit peu faire du bien dans cet été brumeux post-confinement. Non, pas du tout. Alors, je trouve ça très étonnant que tu l'aies appréhendé comme étant un feel-good movie. Parce que c'est ce qu'ils font dans la bande-annonce. Ah non, la bande-annonce, elle le présente plutôt comme un thriller. On comprend qu'il a elle est en deux temps, la bande-annonce. Ouais, moi, oui, c'est ça, mais on comprend qu'il y a même la musique. Non, mais choisi pour un bande-annonce, c'est très feel-good movie. Non, pas du tout. Peut-être la première partie. Oui, parce qu'il y a toute une partie vraiment thriller. Je pense que tu avais une attente du film qui n'était pas du tout, même celle vendue, parce que je te dis, moi je connaissais pas le film, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas pris ça pour un feel-good movie. On sent qu'il y a une tension dramatique, on comprend que l'autre est mort, on se demande si c'est lui le personnage principal qui l'a tué, c'est Alex qui l'a tué ou non. Donc non, j'ai l'impression que t'es à côté de tes chaussons. Franchement, elle est mignonne celle-là. Honnêtement, moi c'est ma grosse déception. Déjà beaucoup l'ont comparé à Call Me By Your Name à sa sortie par exemple. C'est pour ça que je dis aussi que c'était un feel-good movie. Oui, parce que ça se passe en été, que c'est une histoire d'amour entre deux hommes. Mais je trouve que globalement, que ce soit le jeu des acteurs, que j'ai pas du tout adhéré, notamment le personnage principal, je trouve qu'il joue pas bien du tout. Donc, qu'il joue pas bien du tout par rapport à Benjamin Voisin, que j'ai trouvé très bon, hypnotisant. Du coup, la première demi-heure. Et finalement, moi, c'est ce que je voulais. C'était finalement comme Call Me By Your Name, où j'étais pas spécialement fan de base, mais il y a eu 1 heure quand même sur la dépression, et je trouvais que c'était pas si intéressant que ça m'apporte pas grand chose, et puis comme c'est pas si bien joué, donc on a beaucoup parlé de la scène du cimetière par exemple. Bon, oui, ok, c'est très sympa, mais on voit quand même d'autres choses dans le cinéma. J'ai cité des films français qui sont
10 fois largement supérieur à T85 Mais en termes de prise de risque, en termes de réalisation. Voilà. moi, je trouve que quand même c'est très bien réalisé. T85, c'est pour ça que limite, moi, il toquait à la porte des meilleurs films de 2020. Mais alors, je l'aurais pas mis du tout dans les pires. Je sais pas, vous êtes d'accord, Elsa et Non, Gabriel quand même pas, parce que là, comme tu dis, la mise en scène était intéressante et Benjamin Voisin et même Félix Lefebvre, je trouvais qu'ils étaient bons. Il y avait une belle alchimie, donc peut-être pas quand même. Je trouve qu'il y avait des pires films cette année. D'ailleurs, je peux donner une petite anecdote si vous voulez. Vas-y. C'est sympa. J'étais en date pour aller voir ce film et la personne avec qui j'étais, qui a été encore plus brutale avec moi, elle m'a dit oui, par contre, on dirait que le jeu des acteurs, c'est nos petits secrets entre voisins sur TF1. Oh la violence. Alors non. Alors moi, j'étais pas aussi Défendons, d'accord, mais voilà l'anecdote. Mais je trouve que pour le coup, ouais, moi j'ai l'impression que c'est plutôt ton attente du film mais plus que le film en tant que tel qui a rendu le film moins bon à ton goût. Mais passons, il reste moi pour la... Ah non, oui, à toi, désolé Gabriel. Pour continuer un peu le bal des grands cinéastes qui finissent dans les flops, moi je vais mettre le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. En fait, niveau réalisation, jeu d'acteur, ambiance, tout est bien, mais je trouve que si je mets... Moi, il y a quelqu'un qui m'agace en jeu d'acteur. Paul Mais Walter vas-y. Hauser, je le trouve vraiment super. Oui. Et si je le mets aussi bas, c'est parce que je pense que le film, dans son message, est profondément raté et c'est très particulier. En fait, le film essaie de jouer sur deux cordes. La première, c'est de dire que les médias sont pourris et participent un peu à l'augmentation des tensions. Et moi, à la rigueur, ça me dérange pas. J'ai beau être journaliste, un film qui m'insulte sur ma profession, ça me dérange pas. Mais par contre, il essaie aussi, dans son amour des vrais gens, parce que Clint Eastwood aime bien montrer les gens qui travaillent, les pauvres américains, dans son amour de ces gens-là, il montre qu'ils sont finalement trop dignes pour se laisser avoir par la propagande des médias. Et donc du coup, on se retrouve dans un film qui essaie de nous dire que les médias sont des leaders d'opinion, mais que les gens sont trop nobles pour avoir les opinions menées par les médias. Et on comprend pas ce qui veille. On dirait qu'il se perd dans les pieds de son populisme un peu, et pour ça je trouve que le film est raté. Moi je trouve que j'ai failli effectivement le mettre dans ce top 5 des pires films, pas tant pour l'histoire, moi ça m'a un peu moins dérangé, je trouvais que il y avait une tension, ça allait, mais pour la représentation du personnage incarné, quand je disais pour les acteurs ils sont tous bons sauf, et je le dis, Olivia Wilde qui est médiocre et qui remporte le César de la pire actrice de 2020 selon moi. Et c'est une catastrophe. Olivia Wilde qui interprète Cathy Scruggs, donc une journaliste qui a vraiment existé et qui est présentée dans le film comme étant une femme vénale qui se prostitue pour avoir des informations, qui est complètement superficielle, qui fait ça que pour l'argent, que pour la renommée, et sauf que cette Cathy Scruggs a vraiment existé et qu'elle peut pas se défendre et qu'elle est morte, donc elle peut pas se défendre, et il y a le journal pour lequel elle travaillait qui a dit mais non, elle était pas du tout comme ça, et heureusement qu'il y en a certains qui sont quand même là pour défendre son honneur, parce que Clint Eastwood, bon alors je crois pas qu'il soit scénariste, mais s'est fait le plaisir de souiller la mémoire de cette femme là, et je trouve ça détestable, odieux, avec une Olivia Wilde qui est médiocre dans ce rôle là, donc franchement il a failli arriver dans ce top des pires films, mais non. Allons-y, en ce qui me concerne, le 4e pire film de 2020 c'est Cuban Network d'Olivier Assayas. J'explique pourquoi, c'est parce que je trouve que c'est plutôt sur l'entreprise du film. En fait, c'est un livre c'est un film qui raconte l'histoire d'un livre, qui raconte comment ça s'est passé dans ces années-là, mais qui est un peu un livre vraiment avec des informations chronologiques. Et en fait, il raconte tout ce livre-là. C'est-à-dire que c'est un film avec 20 000 personnages, 20 000 lieux, 20 000 époques. Il veut tellement tout raconter qu'il ne raconte rien. Et Olivier Assayas passe quasiment à côté de l'idée que faire un film, c'est faire des choix. Et là, il fait aucun choix, et c'est ce qui fait que le film est un peu raté. Gabriel. Pour rebondir, parce que effectivement je l'ai pas du tout apprécié, et moi il occupe la 3e place tu spoil très bien de classement. Bon, allons-y, passons direct du coup à cette 3e place. Justement, je profite de cette transition qui surgit derrière les bosquets. En fait, moi je trouve que le film réussit l'exploit d'être à la fois très dense, et une fois qu'on en sort, on ne sait pas bien ce qu'on en a retenu. C'est ça, il est tellement dense qu'on n'en retient rien de ce film quasiment. Et c'est très mystérieux, et puis surtout le film, je sais pas si le film se rend compte, ou si
Assayas se rend compte qu'il dit plusieurs fois la même chose, ou qu'il crée des personnages fonction pour dire des choses absolument évidentes. Et je pense au personnage de Ana de Almas, qui ne sert que à se faire rouler. Ouais. Elle est très bonne actrice, hein, mais elle ne sert qu'à se faire rouler par un espion cubain pour quelque part qu'on comprenne que les espions cubains sont manipulateurs. J'ai envie de dire merci Sherlock, on savait pas que les espions étaient manipulateurs. Soit cubains ou non. Soit cubains ou non. Et justement, donc du coup c'est un film qui est très dense, qui dit beaucoup de choses, qui se répète beaucoup. Oui. Donc vraiment j'ai pas du tout été convaincu par la proposition d'Assayas. Je comprends. Continuons cette 3e place, Elsa. Alors, avec un film qui m'a beaucoup déçu parce que je suis assez fan de la saga des X-Men, mais c'est Les Nouveaux Mutants. J'ai trouvé que ce film, on dirait un film étudiant joué par des étudiants. Oh la Ok. Un film étudiant à gros budget avec des. J'ai pas compris la logique. Bon, voilà quoi. Moi, j'ai failli le mettre et je me suis dit, dans la mise en scène, parfois, il y avait des petits trucs sympas. C'est ce qu'il a sauvé, mais les effets spéciaux, par contre, sont ignobles. Non, mais moi je trouve que je comprends pas le budget de ce film. Alors je sais qu'il y a eu il a été retardé, etc. Il y a eu des problèmes de production, mais je comprends pas où est passé le budget de ce film. C'est-à-dire que les gens sont 6 dans un manoir immense, mais ils se disent il y a pas de problème. Enfin. Voilà. Pas du tout accroché. Mickaël, tu l'as vu toi ou pas Je l'ai pas vu, mais je me suis dit, en fait, c'est ouf parce que tous les films que vous citez, j'ai réussi à les esquiver. Je les ai tous sentis, je ne suis pas allé les voir. Ouais, et celui-là, quand même, il a fait beaucoup parler. On y reviendra avec toi, Gabriel, sur les Nouveaux Mutants, je crois, qui va apparaître. Mickaël, toi, quel est le 3e pire film de cette année ? Justement, c'est vrai que je cite des films que tu as dit que voilà, ils sont pas si mauvais que ça. Et celui-là, c'est pas le plus mauvais, c'est Lux Aeterna de Gaspard Noé. Alors, c'est juste que j'ai passé une séance un peu banale. Donc, le film est assez court, pardon. Il dure à peine 50 minutes. C'est tout simple, en gros, on est sur un tournage avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, et c'est Béatrice Dalle qui réalise un petit peu et qui dirige Charlotte Gainsbourg, et tout ne se passe pas comme il fallait. Et donc comme c'est du Gaspard Noé, il y a des effets psychédéliques, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça juste pas intéressant. Alors ça dure 50 minutes, mais c'est pas spécialement justifié. Moi, c'est vraiment pas le genre de film qui va forcément me plaire, et pourtant je le mettrais pas du tout dans ce top des pires films. Et je trouve la proposition assez intéressante de faire. Il y a une première partie de discussion, notamment en termes de mise en scène, de montage plutôt. Il y a un double point de vue que tu vois à l'écran pendant tout le film. Tu vois 2 caméras qui montrent des choses différentes. Et je trouve que c'était assez fort. Moi, la proposition m'intéresse, donc je le mettrais pas du tout dans ce. Juste peut-être pour rebondir là-dessus, parce que sur Climax, je sais que Gabriel, tu l'as vu. Oui, il y a un peu la même chose où effectivement il y a un début où il y a des discussions entre les personnages et ensuite ça part en cacahuète. Mais il y avait un but, parce qu'après, quand ça part en cacahuète, on voit les personnages, en fait, toutes les discussions, il y a des conséquences après sur ce qui se passe à l'écran pendant on va dire la. Oui, là c'est moins le cas. Là, voilà. Et là, on s'en fout. Enfin, en gros, c'est Béatrice Dalle qui raconte sa vie à Charlotte Gainsbourg. Là, c'est vraiment, c'est pas bon pour les épileptiques, hein, parce que il y a en termes d'image, c'est d'ailleurs ils le mettent ou ils le précisent pour le film. C'est l'enfer. Ça va très très vite, ça change de couleur très vite. Il y a un son, limite plus que l'image, c'est le son qui m'a perturbé. Il y a un son aigu qui s'arrête jamais pendant 10 minutes environ. C'est plus le son qui m'a ennuyé. Moi, je trouve que ce qui descend le film, c'est les 10 dernières minutes qui sont pour moi insupportables. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. C'est un plan fixe sur elle. Hein. Ça apporte pas grand chose. On sent que Gaspard Noé veut faire vivre une expérience, mais c'est quand même compliqué. Sur Charlotte. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça continue de construire le mythe autour de Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle, qui, je trouve, sont des légendes du cinéma français. Donc, donc voilà. C'est sûr. Donc on est toujours dans cette 2e place. Moi j'ai mis Enola Holmes dans cette 3e place. J'ai mis Enola Holmes avec donc notre cher, j'oublie son nom, Millie Bobby Brown, tout à fait. C'est Henry Cavill, tout à fait, qui je trouve est un film qui m'a vraiment ennuyé, disons, alors que en fait je trouve que c'est le film à effet parce que la petite Holmes là, elle passe son temps à parler à la caméra et c'est sympa 2 minutes, mais alors au bout de 40 minutes, quand elle arrête pas de se retourner, en plus en te disant ce qui se passe, hein, elle regarde la caméra, elle dit là dis donc je suis en train de monter dans le train, puis elle monte dans le train. Dis donc il y a un méchant qui est en train de me courir après, mais t'es beaucoup dans les imitations aujourd'hui. Il est en forme, t'es pas obligé de nous le dire, ma petite Millie, hein. Et je trouve que c'est vraiment le film qui se veut un peu foufou en termes de mise en scène, et en fait qui d'un plat, d'un vide, c'est une coquille vide ce film. Donc voilà, je trouve qu'il mérite cette 3e place, film Netflix encore une fois d'ailleurs. Mais voilà, passons à la 2e place. Elsa. Moi j'ai mis Underwater qui est sorti au mois de janvier avec Kristen Stewart et Vincent Cassel. J'ai hésité à le mettre, mais je l'ai pas mis quand même.
Et pour te dire, c'était une mise en scène très... Il n'y avait pas de mise en scène en fait. Bon, c'est un film d'action, donc il y a la mise en scène d'un film d'action sans personnalité. Oui, voilà, sans personnalité. Oui, voilà. Mais ce film m'a pas fait grand effet, c'est-à-dire que moi je suis pas... des fois ça fait un peu flipper, voilà, mais c'est tout. Mais il y avait des séquences intéressantes quand même, c'est pour ça que je l'ai pas mis, il y avait des petits moments dans ce flot de... Dans ce flot de... C'est un peu un nanar pour moi. Ah ouais, oui, un peu. Ouais. Gabriel, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Alors, effectivement, je dirais pas que c'est bon, mais je garde en mémoire l'apparition du monstre géant sous les mers qui m'a fait quand même un petit effet. Enfin, j'ai trouvé une espèce de mélange entre Cthulhu et les films de Kaiju et ça m'a assez impressionné. Ouais, je trouve que le monstre était assez imposant et assez beau à voir. Et même si c'est peut-être pauvre, juste pour ça, j'ai pas envie de le mettre dans le flop. Mais je suis d'accord, il y a quelques séquences réussies quand même dans Underwater, ce qui n'est pas le cas de tous les films, Michael. Oui, franchement, au niveau nanar, il y avait le film avec Jason Statham, là, je sais plus, Mégala machin, là, où c'était exactement... Mégalodon. C'était l'année dernière, je crois. Ouais, qui était vraiment... Oui, c'était l'année dernière, mais là, non, je trouve que... Bon, Kristen Stewart, a fait le taf, c'est un grand mot, mais non, il y a des scènes, comme disait Aurélien, assez intéressantes. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais le placer aussi bas dans le classement, c'est bizarre. Et c'est surprenant, dans l'histoire, on s'attend pas forcément aux personnages, on doute qu'il y a des personnages qui vont mourir, et il y en a qui sont sortis. Moi, je pouvais deviner quel personnage allait mourir graduellement. Ah bon, oui. Tu es médium. Je suis mentaliste, figurez-vous. Dis-nous, Gabriel. Deuxième. Oui, on est au deuxième cette fois-ci. En deuxième place, à mon grand regret, je vais mettre un film français. Je vais mettre Les Apparences de Marc Fitoussi parce que je trouve. Dont on avait fait la critique. Oui, d'ailleurs, la critique insistait beaucoup sur le côté ridicule prononcé de la représentation de la bourgeoisie en Autriche. Et je suis tout à fait d'accord, je me rappelle, j'étais allé voir le film avec mon père, au bout de 30 minutes, je me tourne vers lui, je lui dis c'est un peu nul ce qu'on regarde depuis le il me fait oui, oh oui. Oh, nous ne pourrons pas aller à Courchevel cette année, c'est terrible. Alors il y a ça, mais il y a aussi la scène absolument consternante où les parents d'élèves demandent à la proviseure de s'expliquer sur les relations sexuelles entretenues par l'institutrice. Enfin, on n'y croit pas un seul instant. Donc, l'institutrice avec un parent d'élève, précisons. Ouais, c'est ça, avec les enfants, on aurait pu comprendre. Que les parents demandent des explications. C'est ça, et c'est. Enfin, je trouve ça je comprends pas l'accueil critique extrêmement positif que ça a reçu. J'ai découvert dans ce film que Karine Viard pouvait mal jouer, je le savais pas, et je trouve qu'elle est vraiment horrible. La scène où on la voit taper devant son clavier, l'air méchant, moi j'ai envoyé un petit mail. Arrêtez avec les imitations aujourd'hui, c'est pas possible. Pour capter la relation qu'entretient l'institutrice avec Benjamin Biolay, et je trouve atterrante, enfin vraiment je suis extrêmement déçu. Il y a Elsa qui veut défendre. Non, mais j'ai l'impression que je suis vraiment pas d'accord avec Gabriel aujourd'hui, c'est-à-dire que je trouve que Karine Viard, elle montre bien cette femme qui est enfermée dans une spirale infernale et qui craque au bout d'un moment. Donc non, moi je trouvais qu'elle jouait bien. Moi je trouve qu'elle joue bien, mais effectivement c'est le scénario qui manque de peut-être de finesse, et on peut faire ça plus intelligemment. Mais de là à le mettre dans le top 2 des pires films quand même. Que les riches peuvent pas aller à Courchevel et que ça les énerve beaucoup. C'est vraiment. Mais peut-être que c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un est riche autour de cette table pour non. Non, personne. Non, mais si je me mets à la place 2, c'est que c'est vraiment la deuxième expérience de cinéma la plus désagréable de l'année pour moi. Oula, d'accord, très bien. Michael. Écoute, moi aussi j'ai un petit film sympa où j'ai pas trop aimé, c'est Birds of Prey. Donc avec Margot Robbie, l'adaptation. Exactement, donc vraiment le film pour Harley Quinn. Alors j'ai mis quelques petites notes, c'est assez simple, c'est pas drôle, c'est le Deadpool du pauvre. Mais c'est pas faux d'ailleurs, je trouve qu'effectivement il y a un côté un peu Deadpool, on est un peu foufou, et c'est pas foufou. Et comme Deadpool c'est déjà un peu cheap, alors si t'es Deadpool du pauvre, c'est disons que faire une trilogie sur Deadpool, c'est quand même, faut le vouloir, parce que oui, il y en a un troisième qui arrive, et je trouve que le film se stylise trop tout le temps. Ils veulent en mettre, parce que Deadpool effectivement il y a du style, mais là ils en mettent plein. Alors le montage est haché, ils ont voulu faire un truc encore stylé. Il y a Ewan McGregor qui est pas en roue libre, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce film, franchement. Je précise que la réalisatrice disait quand même qu'elle avait pas pu faire le film exactement comme elle voulait. Je crois qu'il y avait d'autres séquences un peu plus déjantées qui n'ont pas pu on pourrait passer, dire ça de Justice League. Ils en refont une version si on fait une reversion. Non, mais rien ne pourra sauver Justice League au passage. Mais ouais, j'ai trouvé ça mauvais. Et petite anecdote, je pense que c'est le seul film de l'année où j'aurais pu réellement quitter la salle, ce qui est rare. Donc voilà. Moi je retourne sur mes plateformes avec Brutus vs César de Kéron qui
qui en fait a le paradoxe. Je trouvais l'idée, moi, ça aurait pu me plaire comme film de. Ça faisait un peu. Alors, on compare beaucoup à ça et la comparaison est toujours dure avec Mission Cléopâtre. Mais en tout cas, un film d'époque qui aborde le langage d'aujourd'hui, des blagues d'aujourd'hui. Moi, ça peut me plaire. Mais j'avoue que vraiment, j'ai pas accroché à cette histoire. Je trouve pas ça très drôle. J'ai même arrêté le film. Je crois que je l'ai pas vu en entier parce que j'ai quand même vu assez longtemps, mais j'ai pas pu quoi, parce que ça manque de folie. Il y a un truc qui prend pas, et pourtant Caron c'est quand même quelqu'un de très drôle, de très intelligent, et je sais pas d'où vient vraiment le problème je pense l'écriture, mais peut-être qu'il était un peu fatigué en l'écrivant, où il y a un truc, mais parce que c'est le genre de film que je pourrais aimer. J'aime bien Caron, tout ça, mais il y a une couille avec ce Couille dans le potage. qui est à la deuxième place des pires films. Je suis désolé, Caron. T'es pas le seul, hein. Ça Si a tu pas nous de écoutes, buzzer. sur Twitter, je l'ai vu se faire démolir, et parfois un peu violemment, mais bon, il est quand même deuxième dans mon top. Donc c'est quand même violent. Il le mérite un peu. Personne l'a vu ici. J'ai pas osé. Bah non, parce que tu me l'as tellement bien vendu que. J'avoue que ça m'intéressait pas du tout. Ah, mais en même temps, je suis embêté pour Caron, mais fallait faire un meilleur Je suis film. embêté. Allons-y. Première place, Aïe, c'est aïe, maintenant aïe, tous aïe, décident. aïe, aïe. Gabriel, quel est le pire film de cette année 2020? Je réponds avec assurance et aucune hésitation, parce qu'il est vraiment très au-dessus des films précédents, qui est X-Men, donc les derniers. Les nouveaux mutants Qui est de de retour. Ça devrait être les derniers, j'espère. Principalement parce que le film essaie de faire 3 choses en même temps: un teen movie, un film d'horreur, un film de super-héros. Le teen movie se fait complètement écraser par les répliques de super-héros. Je pense à des répliques de Anya Taylor-Joy. Elle regarde la caméra, elle fait « Je suis magique ». En plus, elle a un accent russe. C'est Je sais pas quoi, ridicule. le couper au couteau. Le film d'horreur ne fait jamais peur puisque le complexe est très vaste, jamais utilisé pour donner une impression de claustrophobie, et la mise en scène de film de super-héros fait un climax avec un ours géant. Enfin, n'en parlons pas davantage. Tu spoil. Et enfin, le film de super-héros est complètement étouffé par la volonté un peu horreur et un petit movie qui rapproche beaucoup et qui empêche l'expression maximum des pouvoirs. C'est un film qui aurait dû sortir 2 ans plus tôt, que j'attendais vraiment beaucoup. Moi, je me disais, un film d'horreur X-Men, il y a moyen que ce soit vraiment génial. J'aime beaucoup le casting, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy. Je suis extrêmement déçu. Très déçu pour ça rejoint ce que disait Elsa, et moi j'avoue que j'aurais peut-être pas mis, il arriverait peut-être un peu plus loin, mais il doit faire partie peut-être des 10 pires films. Quand même, Anya Taylor-Joy qui brille en ce moment dans le jeu de la dame, au cas où. qui font On l'aime non, mais fort, c'est on l'aime très- fort, mais oui. ça Parce dépend. que non, mais c'est la preuve que les acteurs peuvent rebondir d'un projet à l'autre, quoi. Ouais, c'est c'est ça, une bonne actrice, totalement. dans The Witch. Oui. Elle est Non, déjà c'est très une bonne bien, actrice. je Et trouve. rebondissons avec Elsa et son pire film de l'année 2020. Moi, c'est un film d'horreur qui est une horreur. C'est un petit jeu de mots, c'est The Demon Inside. Ouais. Euh, On a fait la critique, et moi je pense qu'il est 6ème. Je pense Ouais. qu'il est juste là. Qui est un film qui parle donc de schizophrénie à moitié de maison hantée. Enfin, moi je suis pas du tout film d'horreur à la base, et j'ai réussi à trouver que le film était mauvais, pourtant j'ai pas trop de standards. Donc voilà. Moi je suis d'accord, moi je suis très film d'horreur, et on avait fait la critique dans Clapement 5, et pour le coup c'est pas très malin comme film, c'est un peu tout ce qu'on a déjà vu en moins bien, ça va pas très loin, hein, Gabriel. On note pour Elsa une année de l'horreur pour le meilleur et pour le pire. C'est lui qui a le top et c'est lui qui a le flop. Non, Antebellum n'est pas un film d'horreur. Non, Allez le voir parce un que thriller c'est pas- psychologique ouais, ou c'est ça. quelque chose comme ça, mais c'en est pas un Demon Inside. Oui, je Oui. rejoins, et vraiment moi je pense qu'il est 6ème. Michael, quel est le pire film de cette année? Alors pour moi, je vais essayer de le lire parce que c'est dur à dire. 7 points. Gokustaski Musiz. Donc pour traduire, c'est le film turc de Netflix, non? C'est ça. Exactement, c'est le film turc de Netflix, mais il est imprononçable ce nom. Pour plusieurs raisons. Alors déjà, j'ai été dégoûté parce qu'avant même que je le voie, il y en entendait partout. Donc bon, petite attente normale. Et finalement, je trouve que film trop pathos tout le long. Je trouve que c'est un vieux film en fait. Je sais pas à quelle époque se déroule le film, mais je trouve que le film, il est sorti, je le trouve déjà vieux. Il est passé. Qu'est-ce que c'est que ce film-là? Les personnages, en fait, ils sont mal écrits. On s'en fout. En fait, on s'en fout. Et je me suis même mis à ne pas aimer la petite fille qui joue quand même super bien. Et tellement je me suis trouvé, mais oh non, mais vous en faites trop les gars. Et je me suis dit, c'est terrible qu'aujourd'hui autant de gens aiment ce film. Mais voilà.
D'accord. Donc, Mika, il est pas content là. Pas content. moi, je l'ai pas vu. Quelqu'un l'a vu ce film-là? Non. C'est vrai. Non, mais pourtant, j'en ai Vous l'avez entendu beaucoup évité de bien. Ouais, moi, on me disait que c'était triste, tout ça. Je me disais en plein confinement, flemme. Je veux pas me voir le truc. Ok. Mais d'accord, donc ce film-là. Et moi, je l'ai mis en première place Artemis Fowl sur Disney+, qui effectivement, je l'attendais en salle, mais alors je connais pas du tout. C'est un livre à la Oui, base. c'est un livre de Eowyn Colfer. Ouais, c'est ça, et je connaissais pas du tout, mais la bande-annonce, tout ça m'intéressait. Je l'ai vu sur Disney+. J'ai abandonné en cours aussi, parce que c'est Kenneth Branagh pourtant à la réalisation, et ça fait mal. La hein, VOD parce se fait défoncer. De quoi La VOD se fait défoncer. la SVOD, ouais, je suis désolé, mais Kenneth Branagh qui peut être un excellent réalisateur, hein, même si je l'avais moins aimé sur Le Crime de l'Orient Express, c'est quand même beaucoup mieux qu'Artemis Fowl, hein, parce que là c'est un mélange d'effets spéciaux, d'une histoire où on n'accroche pas, il y a rien, je trouve, de très pertinent dans ce film. Donc voilà, je crois qu'il méritait bien. Est-ce que cette ta place. soirée c'était genre Manque, Brutus versus César et Artemis Fowl, vu que t'as pas tout Ils sont regardé pas en sortis entier? au même moment, mais Il serait pas là avec nous. Tu vas- Il aurait pas survécu. là, j'aurais fait un La AVC. hein. dépression. Oh non. Non, pas pour Manque quand même. Manque, c'est pas le pire, mais ouais, les autres, Enola Holmes, Brutus César et Artemis Fowl, ça fait un peu mal. Le top, si on faisait une synthèse de ces films-là, je mettrais en troisième place The Demon Inside, parce qu'Elsa l'a mis en premier, moi je l'aurais mis en sixième, donc et vu que c'est, y a pas d'autres films à part les deux premiers qui reviennent deux fois, je me dis que ça doit être Demon Inside qui est en troisième place des pires films de 2020. Oui. Et on se rappelle la critique cinglante qui avait cinglante. été faite Par Sophie aussi. Sophie qui dézingue Le film, donc, Demon Inside, vous pouvez réécouter ça, c'est disponible. En deuxième place, c'est Cuban Network qui revient deux fois dans nos classements, quatrième pour moi et troisième pour toi, Gabriel. Et en première place, a priori le pire film de 2020, c'est Les Nouveaux Mutants Oh, qui c'est a la tellement première mérité. place de Aïe, Gabriel. Et Elsa, il avait la cinquième place, c'est ça? En troisième. La troisième place, voilà, donc il revient avec force quand même. C'est un film qu'on... Mais je veux dire quelque chose, parce qu'on fait ce petit classement méchant, entre guillemets, mais continue à faire des films, ça nous fait du Oui, bien. continue, Mais oui, mais surtout oui. les salles en ont besoin. Les anneaux. Et cet épisode-là sort quand même après l'épisode des meilleurs films. Voilà. On a Voilà. quand même mis en avant plein de films que vous pouvez voir, et donc n'hésitez pas à écouter cet épisode-là. Et oui, Gabriel. Oui, et puis même si les films sont mauvais, nous on prend toujours plaisir à aller les voir après à Ouais, se de moquer. ouf. donc Surtout, on a quand même le plaisir un peu mesquin de la critique. surtout dans des salles de cinéma, et même les Nouveaux Mutants au cinéma, c'est quand même Oui. un petit Non, mais ça moment qui est pas passe. non plus tout à fait Ah désagréable. si. Dès qu'on est dans une salle de cinéma, tout va bien. C'est Mais oui. c'est le message de cet épisode. Vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire quel a été le pire film que vous avez vu en 2020. Vous pouvez nous dire ça sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci à Pierre-Emmanuel, Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche pour découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.